Bonjour à tous, bienvenue à Crypto Force. Alors aujourd'hui nous allons parler dans l'actualité numéro 5 crypto, du VeChain, de Omi et Komi, du Luna Classic également. Et puis pour finir, on va parler un peu de quelques articles d'actualité en lien avec le rachat de Twitter et d'autres liens avec le métaverse. Voilà, mais avant ça... Effectivement, on va commencer par le VeChain. Alors, la bonne nouvelle, c'est que le VeChain, dans la dernière vidéo que j'ai faite d'actualité crypto-monnaie, je vous avais montré qu'il y avait un vote qui était en cours sur l'application de la mise à jour de Proof of Authority 2.0. Eh bien, le vote s'est terminé donc le 28 octobre, enfin le 27 octobre pour être précis, mais on a eu donc Antonio, sénateur, qui a fait un tweet qui a dit It's in VeChain. Voilà, donc ça veut dire que la mise à jour a été votée, le vote s'est terminé et on a 99% des votants qui ont approuvé l'implémentation de cette mise à jour Proof of Authority 2.0. Donc, eh bien voilà, c'est officiel. La mise à jour PO à 2.0 va arriver dans les temps qui viennent. On n'a pas de date encore précise, mais ce n'est qu'une question de temps avant que le VeChain maintenant officialise totalement et définitivement l'implémentation. Voilà, donc ça c'est une très bonne nouvelle qui n'est pas vraiment une surprise, hein, on l'avait vu dans la précédente vidéo. Ok, ensuite pour continuer, je vous avais parlé également d'un partenariat possible dans la dernière vidéo il y a une semaine avec le tennis. Eh bien ça a été officialisé effectivement puisque comme vous pouvez le voir là, le VeChain a carrément mis en place et lancé une marque de NFT basée sur des balles de tennis comme vous pouvez voir là. Donc c'est un drop quand même assez intéressant et c'est aussi encore plus intéressant parce que là le VeChain met vraiment l'accent sur l'aspect NFT et des collectibles digitaux. Voilà, parce que c'est vrai que depuis sa fondation, sa création, le VeChain s'est plutôt focalisé sur la mise en place de solutions pour les entreprises. Mais là, on voit bien qu'avec ce tweet de la part de VeChain Foundation et qui présente des NFT de balles de tennis, eh bien, on voit qu'ils mettent vraiment de plus en plus l'accent sur les métaverses, les NFT, et voilà quoi. Donc, ces NFT-là sont vraiment dans le cadre d'officialiser leur partenariat avec donc, ATP Tour, qui est un des leaders dans le monde du streaming du tennis dans le monde. Voilà. Et donc, c'est un peu comme le partenariat avec l'UFC, là, sauf que c'est sur le tennis. Donc, VeChain continue en plus à nous épater, quoi, on va dire. Ensuite, là, point très important qui est un peu passé sous les radars et que je tiens vraiment à vous souligner, c'est le partenariat également entre VeChain et Laava. Alors, Laava, c'est pas très connu, hein, comme vous pouvez voir, ils ont sur leur compte Twitter 433 followers. Par contre, c'est quelque chose de vraiment très important dans ce que propose le VeChain, ce partenariat, parce que je vais vous montrer donc le site de Laava. Et en fait, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la sécurité au niveau des codes barres. Et donc, ils ont développé leur propre technologie qui s'appelle le Smart Fingerprint. Et donc, le principe, c'est que, vous savez, le VeChain, eux, pour lutter contre la contrefaçon, ils mettent en place un système de code barre. Et quand vous, n'importe qui, va scanner le code barre, il aura les informations sur le produit, ces bouteilles de vin ou des voitures ou des pièces détachées, etc. Avec laquelle l'entreprise, en partenariat avec VeChain, aura décidé d'utiliser sur ses produits, quoi. Voilà. C'est pour lutter contre la contrefaçon. Mais là, avec ce partenariat avec Laava, VeChain va encore beaucoup plus loin. C'est parce qu'en plus d'utiliser la blockchain dans les informations, la traçabilité de toutes les données inhérentes au produit, va en plus sécuriser la technologie du code barre. Voilà, grâce à Laava. Et donc tous les codes barres aujourd'hui qui vont être mis en place avec VeChain vont passer par l'intermédiaire du code barre développé par la technologie Smart Fingerprint de Laava. Voilà, donc là on rentre vraiment dans un aspect
on est au niveau de l'élite, quoi. En termes de sécurité, de blockchain, de solutions pour les entreprises, je pense qu'il n'y a pas mieux, quoi. Voilà. Après, bien sûr, je ne suis pas conseiller financier, je n'ai pas la science infuse, je le rappellerai toujours. N'hésitez pas à faire vos propres recherches. Mais en tout cas, là, je trouve que BitChain est en train d'envoyer du lourd sur tous les niveaux, quoi. Maintenant, nous allons parler de l'entreprise Ecomi et de son application VV, vous savez, dans les NFT 3D en réalité augmentée. C'est la première information qui est assez impressionnante au niveau de l'application VV, c'est qu'ils ont reçu donc la récompense de winner donc, of the Extraordinary Growth in Emerging Business Award de la part du gouvernement, vous savez, NZTE, là, sur leur compte Twitter. Et NZTE, c'est une agence du gouvernement néo-zélandaise, enfin, de la Nouvelle-Zélande, quoi. Et donc, cette agence-là leur a remis une récompense, quand même, d'une des plus extraordinaires expansions au niveau d'une entreprise, quoi. Donc, c'est quand même assez révélateur. Et en plus, alors, j'ai pas retrouvé le Twitter, mais j'avais vu un tweet hyper intéressant qui récapitulait, en fait, le temps que mettait chaque entreprise du type Facebook, Amazon, depuis la création jusqu'à leur premier milliard. Et par exemple, Facebook, ils ont mis 5 ans avant d'arriver à leur premier milliard. Ou, enfin, voilà, donc ça, je l'avais vu, mais je ne suis pas arrivé à retrouver mais, l'article. J'ai fait ça hyper intéressant, je l'ai vraiment dû noter. Donc, si vous avez, vous arrivez à le retrouver, vous avez des informations, n'hésitez pas à me l'envoyer en commentaire. Mais grosso modo, pour dire la moyenne, donc, pour une grosse entreprise du type Amazon, Google, pour avoir leur premier milliard de revenus, c'est entre 5 et 10 ans. L'application VV, l'entreprise Ecomi, ils ont mis entre 3 et 4 ans pour arriver déjà à leur premier milliard. Donc c'est pour ça qu'en fait, on est dans ce cadre-là. Ils ont été récompensés pour une voilà, extraordinaire expansion, quoi. C'est parce qu'ils ont des revenus déjà extraordinaires alors ils ont été créés hier, quoi, à l'échelle d'une entreprise. Bon, donc ça, bah, déjà, ça rejoint ce que je vous disais sur le côté, la puissance de cette application et surtout la puissance actuelle sans marketing. Parce qu'il faut rappeler, on ne les voit jamais à la télé, on n'en parle jamais, c'est que du bouche à oreille et pourtant, ils sont en train de développer un réseau, mais monstrueux, quoi. Et à partir de collectifs de digitaux. Donc c'est plutôt impressionnant à voir. Voilà. Mais pas si surprenant que ça. Voilà. Bon, donc pour continuer, maintenant, je vais passer à l'actualité plus terre à terre de l'application VV, hein, c'est-à-dire je vais vous présenter un peu les drops qui sont sortis en dernier lieu. Un drop un peu flippant, parce que là, dans le contexte d'Halloween, donc forcément, bah, Chucky, donc un NFT encore basé sur la réalité augmentée, hein, c'est bien NFT. Et là, bah, effectivement, ça fait un peu flipper, comme vous pouvez le voir, et un peu jumpscare également, parce que bah, Chucky apparaît d'un coup comme ça et saute dessus, quoi. Voilà, donc c'était le dernier NFT en date de l'application VV pour fêter Halloween, quoi. Ensuite, ils ont sorti encore quelques collectibles digitaux liés à X-Men. Et après, je crois qu'il y avait et Disney également, ils ont sorti un poster. Bon, voilà. Et après, l'autre révélation intéressante, c'est qu'il y a un VV maintenant est désormais le sponsor élite de Elite Comics. Enfin, plutôt l'inverse, ou je sais pas. Bref. Il y a un partenariat de sponsors qui a été mis en place, qui a été mis en place entre VV et Elite Comics, quoi. Voilà. Et Elite Comics, bah, c'est tout ce qui est lié justement à la vente de comics, de bandes dessinées, surtout je crois que sur Instagram ou enfin voilà. Bon, c'est dans le milieu des bandes dessinées, quoi. Après, je connais pas trop bien ce milieu, donc je ne vais pas vous dire de bêtises, mais comme vous voyez là, sur leur Twitter, ils ont annoncé en grande pompe ce sponsor, donc c'est que ça doit être important, quoi, quand même, à afficher. Voilà, donc ça c'est pour VV, Ecomi, Omi. On va pas s'attarder là-dessus. Je vais passer à la suite, c'est-à-dire le Luna classique. Et là, le Luna classique, eh bien, écoutez, c'est un peu la tortue. Parce que donc depuis la semaine dernière, eh ben, depuis le total du début du burn de Luna Classic, on est à peine à 26 milliards de Luna Classic brûlés sur les 6000 milliards en circulation. Donc autant dire que l'allure du burn est,
est assez lente, même très lente. Bien sûr, donc ça c'est, on va dire, peut-être une mauvaise nouvelle, mais en fait, bon, c'est quelque chose où on pouvait s'y attendre. On a déjà parlé dans la dernière vidéo. Mais en plus de ça, quand même, ce qu'il faut se dire, c'est que là, on a 838 milliards de Luna Classic qui ont été stakés par les propriétaires de Luna Classic. Et en fait, ça explique aussi en partie pourquoi on n'a pas vraiment d'explosion de volume de Luna Classic qui sont en train d'être brûlés. Parce que comme les gens, ils ont staké presque en masse. Donc là, on a 12% du volume total qui a été staké. Donc staké, je vous rappelle, c'est on met dans un endroit, on le bloque pendant un mois, 2 mois, 6 mois, et en échange, on a des revenus via des intérêts faits sur ce blocage de montant de Luna Classic, quoi. Et donc on est rémunéré en Luna Classic. Sauf que bah, plus il y a de Luna Classic qui sont stakés, bloqués, et moins il y en a en circulation, et donc bah, les tax burn qui devraient être liés justement à l'échange, à des transactions de Luna Classic, bah, n'ont pas lieu puisque ces Luna Classic sont bloqués. Donc plus, j'ai l'impression que plus on a de staking, qui augmente, et c'est le cas, hein, parce qu'on voit bien que ça, voilà, on est passé de 835 milliards à 838 milliards en quelques jours, ça, ouais, c'est ça, c'est en une journée, voilà. Et ça continue de monter. Donc les gens préfèrent staker leur Luna classique plutôt que de faire des transactions, de trader et de faire des brûlures, des suppressions de tokens au passage, quoi. Voilà. Donc, ben, les développeurs de Terra Rebel sont bien au courant de ce problème. Là, je vous présente ce qu'on appelle le AMA, une AMA effectuée par des développeurs de Terra Rebel d'un côté et un journaliste de l'autre. Enfin, du moins, il y avait au moins un représentant officiel de Terra Rebels dans la conférence AMA. Et dans cette conférence, ben, ce développeur disait que le problème, effectivement, c'est qu'à ce rythme-là, avec une petite touche d'humour, et bien qu'à ce rythme-là, dans 100 ans, on y serait encore à brûler des tokens du Luna Classic. C'est pour ça que la solution majeure pour accélérer le burn du Luna Classic, c'était de repeg d'un côté le stablecoin du Luna Classic, mais surtout de transformer le Luna Classic lui-même en commodity token. Voilà, ou du moins de faire en sorte qu'il y ait un intermédiaire qui est un commodity token entre l'algorithme et le Luna Classic, quoi. Là, je me base sur l'article que je vous avais montré dans l'actu crypto numéro 4 ou numéro 3. Voilà. Donc en fait, rien n'a changé vraiment au niveau qualité depuis Ethereum Luna, depuis une semaine, 2 semaines. Mais ce qui est quand même positif, c'est qu'on voit que les fondateurs, les développeurs de la fondation Terra Rebel travaillent vraiment sur ce point, en sont conscients. Et dans cette AMA, ce que j'ai noté intéressant, c'est qu'ils parlent quand même de quelques années pour trouver des solutions et les mettre en place. Et que si on arrive à mettre en place cette solution, si je vous fais le résumé, eh bien on pourra vraiment accélérer le burn de Luna Classic. Voilà. Mais il faut noter quand même quelques années, ils disent. Donc là, on peut espérer peut-être pour 2024-2025 en même temps que le prochain cycle du Bitcoin. Là, ce serait hyper intéressant, je pense, au niveau du Terra Luna et au niveau des prix, quoi. Parce que, encore une fois, je ne suis pas conseiller financier, mais en tout cas, personnellement, je suis prêt à mettre 50 euros aujourd'hui dans une classique pour en acheter entre 200 et 400 000 au prix où il est actuellement. Et puis après, ben, on laisse couler quelques années, on oublie. Et si un jour ils arrivent à trouver, à mettre en place leur solution et à repeg le stablecoin d'un côté, à faire plein de choses, ben peut-être que là, un jour, on reverra un Terra Luna classique à 1 dollar, quoi. Voilà, peut-être. Et ça, c'est. Et au pire, ben, je reperds du 50 euros. Enfin voilà, donc le ratio risque est quand même hyper intéressant, quoi. Voilà, mais bien sûr, il ne faut pas mettre toutes ces économies et très loin de là dans ce genre de token parce qu'on ne sait pas du tout ce qui va se passer quand même à l'avenir, malgré les garanties de plus en plus fortes montrées par la fondation Terra Rebels, quoi. Voilà. Bon, mais écoutez, ça c'était les actualités Luna classiques qui n'ont pas vraiment en fait changé depuis le dernier temps, mais
qui se renforce dans la réputation qu'annonce la Fondation Terra Rebelle. Voilà. Ensuite, donc là, je trouvais hyper intéressant aussi, mais que c'est pas une surprise, hein, c'est connu de tout le monde, c'est le rachat de Twitter par Elon Musk pour un montant de 44 milliards de dollars. J'ai également fait une vidéo sur Twitter, sur Elon Musk, parce que faut voir pourquoi Elon Musk a racheté Twitter dans le fond. Et je trouve que c'est quand même, il y a des choses intéressantes à noter. Donc je ferai une vidéo là-dessus et vous me direz ce que vous en pensez. Bon, sinon, effectivement, bah, dans cet article, je suis sur coins.fr et l'article, bah, c'est sur la hausse du Dogecoin liée à Elon Musk. Parce que Elon Musk, comme on le sait tous, il est fan du Dogecoin et à lui tout seul, il a fait participer à l'envolée des prix du Dogecoin, quoi, entre 2020 et 2021. Et donc là, avec le rachat de Twitter, la grande spéculation, la grande question que tout le monde se pose, c'est est-ce que les paiements qui sont peut-être annoncés à l'ordre du jour par Elon Musk sur Twitter seront payables en Dogecoin ou alors uniquement payables en Dogecoin. Et là, vu que le compte Twitter, enfin le réseau social compte plus de 230 millions d'utilisateurs journaliers, voire un peu moins si on compte les bots, on peut se dire si on est obligé de payer en Dogecoin, bah là ça va entraîner quand même peut-être une explosion de l'utilisation du Dogecoin et donc une explosion des prix quoi. Voilà. Donc là c'est vraiment un article. Moi je dis bravo à tous ceux qui ont tenu le cap, qui ont gardé leur Dogecoin et qui en sont aujourd'hui bah, à ce niveau-là parce que le Dogecoin est en train de, il va peut-être atteindre des sommets à l'avenir si Twitter bah, s'engage dans la voie des crypto-monnaies et du Dogecoin grâce à Elon Musk, quoi. Donc voilà, je tire mon chapeau aux détenteurs de Dogecoin. Bon, ensuite, nouveau point intéressant, un peu dans la lignée marrante, on va dire fun, c'est, voilà, là je suis sur Cryptost et l'annonce de la Norvège d'inaugurer un bureau des impôts dans le métaverse. Voilà. Donc là, outre l'aspect quand même marrant de voir que bah, même le gouvernement met des impôts dans le métaverse, dans les bureaux des impôts, hein, bah, on a l'aspect quand même hyper intéressant, c'est-à-dire que là, on entre dans des services administratifs et ça fait beaucoup penser, bah, il y a 30 ans, 40 ans, pour payer les impôts, comment on faisait? Bah, on utilisait des feuilles de papier, quoi. Ensuite, on a eu l'ère de l'Internet. Donc aujourd'hui, pour payer nos impôts, bah, on va sur Internet, on va sur une page web. Demain, bah, comme le présage cet article, à travers l'inauguration du bureau des impôts dans un métaverse, on pourra peut-être payer nos impôts uniquement dans le métaverse. Et donc là, tu avais pensé que peut-être qu'à l'avenir, on aura le choix à faire de plus en plus entre payer sur Internet, payer dans le métaverse. Donc ça veut dire qu'on voit bien que là, on est en train de, petit à petit, d'évoluer dans une nouvelle ère de l'Internet. Voilà. Comme un peu, ça rappelle la transition entre le papier et l'ère de l'Internet dans les années 2000, enfin entre 2000 et 2020, quoi. Et là, peut-être qu'on entre dans un nouveau truc où dans quelques années, peut-être une dizaine d'années, eh ben, on ira dans un métaverse, on pourra absolument tout faire. En fait, ce sera comme si on évoluait sur Internet, mais là, on sera avec un avatar et on aura l'impression de littéralement évoluer dans l'Internet via un avatar, quoi. Et ça, et ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, qu'on peut déjà imaginer quand on voit ce genre d'article et ce genre d'informations qui est en train d'arriver, quoi, et d'événements qui sont en train d'arriver, même de la part des gouvernements. Voilà, parce que si les gouvernements le font, bah, les entreprises suivront forcément, sans compter les entreprises qui ont déjà sauté le pas du métaverse, quoi. Voilà. Bon, bah, sur ce, petite parenthèse, hein, je trouve ça sympa et assez, vous pouvez voir l'avenir quoi, un petit peu à travers ça. Et là, par contre, article moins marrant, c'est plutôt pour vous prévenir. Donc là, je suis sur cointribune.com. Et là, l'article, c'est crypto, du nouveau dans l'affaire de la fraude bancaire impliquant Tether. Parce qu'effectivement, c'est vrai que là, on peut remarquer que depuis un certain temps, on a beaucoup de mouvements autour des stablecoins et sur beaucoup de niveaux. Déjà, le premier niveau qu'on peut remarquer, ça a été bah, la chute déjà du Luna classique, parce que la source de la chute du Luna classique, ça n'est rien de moins que la relation entre le stablecoin justement algorithmique de l'écosystème Terra et de l'autre côté, le Luna classique en lui-même. Et donc, bah ça crée un effondrement total derrière de l'écosystème du Terra classique quand le stablecoin algorithmique s'est désindexé du dollar.
Voilà. Et bah, cet événement a justement servi de fer de lance pour les autorités réglementaires, les autorités financières dans le monde, pour condamner quelque part les stablecoins algorithmiques totalement, mais également de faire rejaillir l'éclaboussure de cet événement, de ce crash, sur les stablecoins non algorithmiques comme Tether, le BUSD, etc. Et donc, comme par hasard, on est également à un moment où, dans l'affaire des stablecoins, on a les cadres réglementaires avec la loi MiCA, TRF. D'ailleurs, je fais une vidéo dessus si vous êtes intéressé, un article sur mon site cryptoforce.fr si vous voulez le lire, euh, où on a justement des cadres réglementaires qui sont en train d'émerger et qui annoncent quoi? Qui annoncent qu'ils veulent quasiment interdire les stablecoins algorithmiques et brider au maximum les stablecoins normaux, quoi. Pour derrière, bien sûr, sans vouloir vraiment le dire, hein, mais ils l'annoncent derrière, que à la suite de cela, ils vont mettre en place d'ici 2026-2027 l'euro numérique dans l'Union européenne. Et ben, on imagine très bien que ce sera le cas du dollar numérique. Et le yuan numérique, on sait déjà que la Chine l'a déjà mis en place dans son pays. La Russie parle également d'un rouble numérique. Donc vous voyez, on a d'un côté des monnaies numériques officielles qui sont en train d'émerger comme l'euro numérique, etc. Et de l'autre côté, on a les stablecoins qui, eux, sont arrivés avant ces CBDC, mais qui aujourd'hui font de l'ombre justement à ces CBDC et les gouvernements vont tout faire, ou semblent tout faire, ou veulent tout faire pour bah, les brider et peut-être les détruire, quoi. Et donc là, je trouve que cet article est encore plus intéressant de Coin Tribune, hein, parce que bah, il faut savoir que déjà Tether, c'est le numéro 1 des stablecoins en termes de transactions, de volume. Et c'est vrai que depuis quelques années, il a pas mal de polémiques qui traînent autour du Tether, notamment sur sa réserve de valeur qui serait pas suffisante pour combler bah, l'aspect numérique, quoi. Voilà. Donc on ne sait pas trop si le Tether a vraiment les réserves physiques pour encaisser un crash, quoi. Voilà. Bon, mais ça, c'est une polémique. Là, on a affaire à quelque chose de quand même de plus important, puisqu'il y aurait des affaires de fraude bancaire. Et donc là, ça soulève quand même des questions dans le fait que le gouvernement américain, ok, attaque Tether, mais il semble que depuis un an, comme le décrit l'article, que vous pourrez lire, hein, je vous mettrai le lien, de toute façon les liens de toutes les sources, hein, il semble ne pas trop bouger. Donc, est-ce que ils ont vraiment des preuves, ils n'en ont pas assez pour vraiment attaquer Tether, ils attendent de rassembler des preuves, mais ça paraît quand même étonnant de la part d'un de juge d'attaquer sans avoir les preuves avant, quoi. Ou alors, est-ce que c'est une opération de communication pour justement encore plus mettre la pression sur les stablecoins? Bah, on peut vraiment se poser la question quand on voit la manière dont c'est géré et surtout dans le contexte dans lequel on est. C'est pour ça que j'en profite à travers cet article et ce contexte, ce rappel que je vous fais. Mais méfiez-vous, faites attention si vous avez par exemple des crypto-monnaies et que vous avez par exemple tout dans des stablecoins, par exemple tout en Tether ou même pas que le Tether, en BUSD ou autre. Surtout, veillez quand même à élargir votre portefeuille de stablecoins. C'est-à-dire ne pas mettre qu'un seul stablecoin et toutes vos cryptos, ne pas les avoir transformés dans un seul stablecoin. Parce que si ce stablecoin coule, en gros, vous perdez tout, quoi. Donc déjà, il me semble quand même judicieux d'avoir plusieurs stablecoins et de répartir votre capital de stablecoins dans plusieurs stablecoins, mais également de ne pas n'avoir que des stablecoins si vous avez des crypto-monnaies. Parce que, comme vous le voyez, là, les stablecoins sont quand même dans une période de turbulences. On ne sait pas trop ce qui va en résulter, surtout dans le cadre réglementaire qui ont l'air de plus en plus mettre de la pression sur l'univers des stablecoins. Donc, moi, alors, je ne suis pas conseiller financier, mais je sais que personnellement, moi, je serais du genre aussi à garder également des bitcoins, de l'Ethereum, d'autres crypto-monnaies, en plus des stablecoins, quoi. Comme ça, si les stablecoins un jour sont rayés de la carte, bah, moi, je pourrais, même si c'est hyper volatile, le bitcoin, l'Ethereum, on est d'accord, au moins, on ne pourra pas me rayer de la carte tout mon portefeuille crypto du jour au lendemain, quoi. Voilà, ça me semble quand même important à dire dans le milieu dans lequel on est aujourd'hui, quoi. Voilà. Bon, bah sur ce, ça c'était une information moins marrante, hein, on est d'accord.
Moi, j'en ai fini là pour mon actualité crypto numéro 5. Si vous avez aimé, écoutez, je vous invite à mettre un like, à vous abonner à ma chaîne pour supporter ma chaîne, mon travail. Également, n'hésitez pas à voir mon site cryptoforce.fr où je fais des articles régulièrement sur divers sujets en lien avec l'économie, les crypto-monnaies, la géopolitique. Voilà. Bon, sur ce, je vous fais la bise. Je vous dis à bientôt. Ciao.